À la une de ce journal, quelle est l'actualité de la monnaie éco en Afrique de l'Ouest? La question est au centre d'un atelier dépouillé ce matin à Abidjan. L'objectif étant de mettre tous les acteurs au même niveau d'information quant au processus de mise en place de la monnaie éco. Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment remet le couvert pour sa 10e édition. Du 8 au 12 avril 2025, ce sont les dates retenues pour ce grand rendez-vous des acteurs du bâtiment. Benny's English Training se rapproche de la communauté de Koumassi. Son nouveau centre plus confortable et spacieux a été récemment inauguré. L'École supérieure internationale de microfinance a célébré la réussite de sa première promotion baptisée Gueuli Stéphane Auguste dans la localité de Daloa. Les détails de cette célébration dans un instant. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur nos antennes. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Où en est-on avec l'éco, la monnaie en Afrique de l'Ouest? La question est au centre d'un atelier depuis ce matin réunissant secteur public et privé, organisations économiques et financières sous-régionales et des organisations de la société civile. À l'initiative, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à travers la direction générale des politiques d'intégration. L'objectif étant de mettre tous ces acteurs au même niveau d'information quant au processus de mise en place de l'éco. Issa Badini et Doumbia Yuba pour plus de détails. Des agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du ministère de l'économie, du plan et du développement, du ministère du budget et des finances, du comité national de politique économique, des représentants de la commission de la CEDEAO, de l'UEMOA et de la BCEAO, de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire, bref, c'est tous les acteurs nationaux et organisations régionales qui se retrouvent le temps d'une journée d'atelier sur l'éco. Ce matin, il s'agit en fait de faire un état des lieux concernant la mise en œuvre ou la mise en place de la monnaie unique, la CEDEAO. Comme vous le savez, la CEDEAO est en train de travailler activement depuis des années pour que nous ayons un instrument commun unique à l'ensemble des 15 États qui regorgent donc la CEDEAO. Sera-t-elle opérationnelle en 2027 comme l'a promis l'Union? À cet atelier, l'on veut s'éloigner du fétichisme des dates. Non, notre monnaie effectivement donc prend son temps qu'il faut pour que nous soyons sûrs que les Européens ont mis beaucoup de temps justement pour en arriver à une monnaie unique. Aujourd'hui, leur monnaie unique fonctionne très bien. Donc c'est un peu la même chose que nous sommes en train de développer, la prudence dans un premier temps et que nous soyons convaincus que tous les aspects techniques et opérationnels sont en place avant de mettre cette monnaie donc en mouvement. Plus qu'une monnaie commune, l'éco est censé briser les murs de séparation dans une même maison. La zone UEMOA, dominée par Abidjan et Dakar, dont l'orthodoxie monétaire pour l'instant est basée sur la parité fixe avec l'euro. Et l'autre bloc, emmené par les géants Nigeria et le Ghana, où la tendance est à la monnaie flottante. Comment concilier ces deux principes monétaires? Il n'y a pas que cette réponse qui retarde l'opérationnalisation de l'éco. Il y a également les critères de convergence qui, dans un bloc comme de l'autre, il y a des bons et des mauvais élèves. La Côte d'Ivoire veut connaître sa place, d'où cet atelier. À présent, c'est de l'architecture que nous parlons. Du 8 au 12 avril 2025, le parc des expositions d'Abidjan sont les dates et le lieu choisi pour abriter le plus grand rendez-vous des acteurs du bâtiment. Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, pour sa 10e édition, se penchera sur l'ensemble des défis du secteur, avec pour thème architecture et renouvellement urbain. Ce sont les informations qui ont été délivrées lors de la cérémonie de lancement suivie par Walter Kofi et c'est ici. Il a été classé premier et considéré comme le plus grand salon de l'architecture de la zone subsaharienne, un satisfecit pour ses initiateurs qui l'ont annoncé lors du lancement de la 10e édition de Archibat. Le salon de l'architecte et du bâtiment remet le couvert
au Parc des Expositions d'Abidjan du 8 au 12 avril 2025. Après des années à œuvrer pour le développement du bâtiment en Afrique, les promoteurs entendent faire de cette 10e édition un bilan qui vient relever les principaux défis du secteur, qu'ils soient d'ordre social, économique ou environnemental, et cela à travers le thème architecture et renouvellement urbain. De pouvoir à un certain moment procéder à un format technique qu'on appelle le renouvellement urbain. En gros, le processus qui consiste à reprendre en main le développement de la ville en intégrant les facteurs socio-économiques, les facteurs généraux, les facteurs environnementaux, les facteurs de développement durable. Et c'est un peu la réflexion que nous avons voulu, nous, architectes, mener au cours du prochain salon. Celui d'amener la population à voir quel est le rôle des architectes, le rôle des urbanistes, le rôle de tous ceux qui concourent à la transformation de nos villes dans le cadre de ce renouvellement urbain. Donc la prise en charge, c'est sur ces bases que nous allons réfléchir, échanger avec les expériences ivoiriennes, mais également les expériences à travers le monde. Archibat 2025 sera marqué par un volet international. L'une des innovations de ce salon réside dans la création d'un pavillon international qui sera entièrement dédié aux pays invités. Alors le pavillon international, c'est bien entendu des pays qui ont une pratique de commerce extérieur avec la Côte d'Ivoire, une tradition de commerce avec la Côte d'Ivoire. Donc ce sont ceux-là qui vont représenter leurs différents pavillons en matière d'offres et de produits allant dans le sens de la construction, qui peut être des produits pour de grosses œuvres, des produits pour les corps d'état secondaire, des produits pour la gestion des parcs immobiliers. Archibat se positionne comme une plateforme de dialogue entre les experts du secteur, les décideurs publics et les architectes afin de développer des solutions durables et esthétiques pour des espaces en mutation. Rendez-vous est donc pris en avril 2025 pour une 10e édition qui sera meublée d'expositions, de panels, de conférences, de rencontres B2B et de concours. Et restons toujours dans le secteur du bâtiment, cette fois pour parler distinction. Dr Jules Conan, figure emblématique du secteur du BTP en Côte d'Ivoire, a récemment été couronné de prestigieuses distinctions internationales, dont le titre de docteur honoris causa par la Dubai Blockchain University et le Grand Prix Prestige Étoile d'Afrique. Ces récompenses ont été présentées à la presse récemment lors d'une conférence qu'il a organisée à son siège. Des récompenses qui saluent les réalisations remarquables de son entreprise ITA, spécialisée dans des projets d'envergure qui renforcent l'infrastructure du pays et valorisent l'expertise ivoirienne. Diane Kablancan et Richard Akeki pour plus de précisions. Dans un monde où l'excellence se conjugue rarement avec la discrétion, Dr Jules Conan se distingue en cultivant ses dualités avec Maestra. Le 15 octobre dernier, ce visionnaire ivoirien a été élevé au rang de docteur honoris causa par la prestigieuse Dubai Blockchain University, une distinction qui le consacre parmi les rares Africains honorés par cette institution de renommée mondiale. À cette reconnaissance s'ajoute le Grand Prix Prestige Étoile d'Afrique, décerné lors du Prix africain de développement dans la catégorie du meilleur promoteur africain du BTP et de l'hydraulique. Sur le prix national d'excellence de la meilleure entreprise de travaux d'approvisionnement en eau potable. Et le 15 août dernier, nous avons aussi reçu 2 prix au PADEF. Toutes ces distinctions ont été présentées à la presse lors de la conférence de presse qu'il a organisée à son siège. Des distinctions qui reflètent l'impact exceptionnel de son entreprise ITA, qui est une entreprise ivoirienne spécialisée dans le BTP et l'hydraulique. Reconnue pour ses projets d'envergure dans l'adduction d'eau, les infrastructures de transport et la construction de bâtiments de haut de gamme, notamment dans la réalisation de grands projets tels que le système d'adduction d'eau potable à travers la Côte d'Ivoire, le déplacement de réseau pour la ligne du métro d'Abidjan et la construction de villas de haut standing. Avec une vision managériale centrée sur l'humain et un engagement constant envers les normes internationales, Dr Conan projette une image d'excellence africaine et de modernité. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous n'avons pas encore la couverture à 100%.
Ce leader engagé appelle aujourd'hui la diaspora et les entrepreneurs africains à œuvrer ensemble pour un développement constructif et durable, tout en invitant les dirigeants africains à renforcer leur confiance en l'expertise locale. Les honneurs nationaux et internationaux reçus par Dr Conan ne sont pas seulement des distinctions personnelles, mais un message puissant. La Côte d'Ivoire et l'Afrique comptent des talents capables de hisser le continent au plus haut niveau sur la scène mondiale. Une page de dialogue social du 24 au 26 octobre dernier s'est tenue à Grand-Bassam, un atelier de réflexion entre la ministre Marietou Koné et les responsables des fêtières syndicales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une réflexion sur la mise en œuvre des recommandations issues des discussions sectorielles. Un rapport a été rédigé à l'issue de cette rencontre et porté à la connaissance de Anne-Désirée Oloto, ministre de la Fonction publique. Les détails dans ce commentaire signé Alani Toua. C'est un dossier embêtant, pour citer Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est composé d'un courrier de transmission, du rapport de l'atelier et des recommandations. Rapport issu d'un atelier de réflexion sur la mise en œuvre des recommandations fêtières syndicales suite à des revendications à caractère financier et administratif. 82 revendications qui ont été priorisées. Et en faisant la priorisation, nous sommes tombés à 7 revendications majeures qui ont fait l'objet de discussions en atelier, donc les 24, 25 et 26 octobre à Grand-Bassam. Désormais, nous avons un fonds documentaire. Et c'est ce qui manquait. Donc ce fonds documentaire, nous l'avons obtenu à la suite du dialogue participatif, inclusif. J'ai tenu à ce que ce soit solennel afin que mes partenaires voient que je porte leur dossier et surtout que le dossier a été bel et bien transmis à la ministre d'État et à la présidente du comité consultatif que vous êtes. Parmi les propositions faites par les 11 fêtières syndicales, ce sont plus de 440 milliards de francs CFA par an qui devraient être pris sur le budget de l'État ivoirien pour les enseignants. Anne Oloto s'est dite heureuse de savoir que le dialogue entre les parties a été productif avant de signifier que leurs recommandations seront soumises au comité consultatif. Le comité consultatif donc qui se réunira aura en son point 1 la question de la prime. Et les experts pourront valablement regarder ce document, y compris celui des autres, d'autres ministères. Ce que je constate, c'est que pratiquement tous les ministères parlent de prime, tous les fonctionnaires parlent de prime. De quoi s'agit-il exactement? Que faut-il retenir comme principe? Quelle est la réponse à vous donner? Nous allons travailler pour transmettre nos observations au gouvernement, comme cela est prescrit par le décret portant création, organisation et fonctionnement du comité consultatif. Nous avons vu que officiellement notre fonds documentaire a été donc remis à la ministre d'État par notre ministère de tutelle, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un moment important. Important parce que notre cri de cœur vient d'être entendu. Désormais, la balle est dans le camp du comité consultatif. Il se réunira le 28 novembre prochain. Parlons de l'apprentissage en langue anglaise à présent. Les responsables de formation en anglais, Beni's English Training, ont inauguré un nouveau centre le week-end dernier dans la commune de Koumansi. Ce nouveau centre plus confortable et spacieux fait office de siège de BIT, remplaçant le siège transféré de la commune de Marcory. L'inauguration a eu lieu en présence de responsables de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Pierre Tebeu et Setekissi nous font la visite guidée de ce nouveau centre de Beni English Training. Suivez. Les responsables de Beni's English Training n'ont pas lésiné sur les moyens pour rendre l'apprentissage de l'anglais dans son local à Koumassi agréable. Son nouveau centre d'apprentissage a été inauguré
ce 26 octobre 2024. Il occupe tout un immeuble de 2 niveaux. Grand, spacieux, il a été choisi pour contenir tous les apprenants de tous les niveaux. Ici, c'est un nouveau siège. Donc nous avons le plus grand siège de BET. Avant, nous étions aux 2 plateaux. Mais on a vu que le siège était petit face aux partenaires qu'on avait, aux entreprises avec lesquelles on travaillait. Et on s'est dit, c'est certainement le moment de grow. Donc on a pu prendre cet espace-là. Donc ça, c'est un duplex avec plus de 10 salles de classe. Ça nous permettrait d'avoir les différents niveaux, voilà, et pouvoir permettre aux apprenants de progresser plus sûrement. Je dirais ça. Le nouveau centre BET de Koumassi offre un cadre et toutes les commodités pour un apprentissage rapide et sécurisé avec plusieurs salles. Ici, vous avez tout cet espace. Vous avez, on va dire en anglais, le ground floor. Vous avez un autre espace qu'on appelle le premier étage, le first floor. Et vous avez un préau en haut. Donc nous avons ici 8 salles. 8 salles. Et en plus de 8 salles, vous avez des bureaux. Et pour l'administration, vous avez également en haut un endroit qui peut tenir des conférences. Outre cet espace, avec sa nouvelle commodité, le centre de Koumassi dispose de matériel de pointe pour l'apprentissage de l'anglais aux apprenants. Comme matériel, on utilise des speakers, of course boards. On est moins focus sur tout ce qui est speaking, pour être honnête. Donc nos pratiques d'apprentissage sont très très différentes. Le centre Binis English Training, BET, est situé dans la commune de Koumassi, sur l'avenue Giscard d'Estaing, entre le feu du camp commando et ancien Koumassi, dans la résidence Halal. Le BET est un cabinet de langue agréé spécialisé dans l'enseignement de la langue anglaise pour particuliers et entreprises avec certification en fin de formation. Nous poursuivons l'actualité en santé, renforcer l'engagement communautaire et responsabiliser les acteurs locaux dans la lutte contre la tuberculose. Tel est l'objectif du projet Challenge Facility lancé par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire le mardi dernier. Ce programme, soutenu par le Stop TB Partnership, ambitionne de mobiliser les communautés ivoiriennes pour une prévention et une prise en charge accrue, visant ainsi à réduire l'impact de la tuberculose en Côte d'Ivoire. Diane Kablancan. Avec 21 857 cas de tuberculose recensés en Côte d'Ivoire, pour une incidence de 123 cas pour 100 000 habitants en 2023, la tuberculose demeure un défi sanitaire majeur, touchant particulièrement les populations économiquement faibles. Face à cette urgence, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a officiellement lancé le projet Challenge Facility, leadership communautaire pour une meilleure responsabilisation dans la lutte contre la tuberculose. Ce projet, soutenu par le Stop TB Partnership, a pour but de renforcer le rôle des communautés ivoiriennes dans la prévention et le traitement de la tuberculose, tout en visant la responsabilité des acteurs locaux pour une meilleure prise en charge. Le projet Challenge Facility est un projet qui nous permet de mobiliser avec nous dans le cadre de la lutte contre la tuberculose des célébrités, des artistes, des hommes, des médias, des anciens sportifs ou des sportifs toujours à la pointe de leur art pour que nous puissions lutter ensemble contre la tuberculose. La cérémonie de lancement a réuni des représentants du secteur de la santé publique, de l'OMS, de plusieurs ONG et de la société civile. Ce projet s'appuie sur les objectifs du plan mondial Heart à la tuberculose et les engagements pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en 2018. Les objectifs spécifiques incluent la sensibilisation des communautés aux défis de cette maladie, la présentation du projet aux parties prenantes et la répartition des responsabilités pour une action coordonnée et efficace. Plaisir pour nous d'être là à Abidjan pour accompagner donc ce lancement avec l'ONG Alliance, avec Coltemer et qui travaillent tous avec le programme national de lutte contre la tuberculose afin donc de réduire les gaps des patients tuberculeux qu'on n'arrive pas à dépister. Aujourd'hui, je suis guérie de la tuberculose, véritablement, je suis guérie de la tuberculose. Donc c'est pour ça que je me présente. J'aimerais encourager mes frères, mes sœurs à véritablement prendre des traitements, de ne pas relâcher. Créé le 25 novembre 2005,
L'ONG Alliance Côte d'Ivoire est une organisation gouvernementale indépendante de droit ivoirien. Elle a pour objet de soutenir les communautés dans leurs actions de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et autres pandémies éventuelles de promotion de la santé, du développement et des droits humains. Direction d'Aloa. Le vendredi 25 octobre dernier, l'École supérieure internationale de microfinance a célébré la réussite de sa première promotion baptisée Gbeli Stéphane Auguste dans la localité de Daloa. Cette première promotion de 50 auditeurs ont reçu leur certificat après avoir achevé leur formation en microfinance, essentiel à une meilleure insertion professionnelle pour ces impétrants. Le reportage est signé Emmanuel Quadio et commenté par Michel Brault. C'est un parcours bien mérité pour cette cinquantaine d'auditeurs de l'École supérieure internationale de microfinance à Daloa. Ils ont reçu leur certification au bout de 6 mois de formation, dont 3 en présentiel et en ligne, et 3 autres pour les stages en entreprise. C'était une fierté pour ces impétrants soutenus par leurs familles, responsables d'école et autorités venues communier à cette occasion. Merci à tous nos responsables qui nous ont formés et aujourd'hui c'est l'apothéose. Nous avons reçu nos diplômes, nous sommes contents et nous voulons véritablement mettre cette formation à profit. Ces actions ont reçu le soutien des acteurs de la formation professionnelle pour garantir une meilleure intégration sociale des auditeurs et de créer des opportunités d'employabilité. Vous voyez que tout à l'heure vous avez vu, tous ces jeunes gens qui ont fini la formation sont déjà dans les entreprises. Et donc c'est ce vide-là que nous avons voulu combler. Et surtout, comme le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé l'année 2023 comme l'année de la jeunesse, nous avons épousé la vision du président de la République pour renforcer les capacités, non seulement des professionnels, mais des jeunes gens, pour leur donner de pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement dans le tissu social et professionnel. L'école ESIM qui fêtait la sortie de sa première promotion. Nous avons démontré à la population du Haut-Sassandra l'importance de cet ordre d'enseignement, ce véritable outil de développement d'un pays. Nous nous sommes sentis presque obligés de venir soutenir, accompagner la directrice générale de l'ESIM dans cette noble activité. L'École supérieure internationale de microfinance a été créée en mars 2023. Cette structure de formation innovante et qualifiante évolue dans le secteur tertiaire, notamment les filières du management d'entreprise, marketing digital, audit et contrôle de gestion, entre autres. En images à présent, l'Arabie Saoudite s'est engagée à mobiliser 41 milliards de dollars sous forme d'investissement et de financement en faveur des pays d'Afrique subsaharienne. Selon le ministre saoudien des Finances, ce montant comprend une initiative régionale de développement d'1 milliard de dollars, 5 milliards de dollars de financement en faveur des start-up africaines, 10 milliards de dollars de financement de la Banque saoudienne d'import-export et des investissements de 25 milliards de dollars qui seront réalisés par le secteur privé. C'est sur cette note d'information en images que nous refermons cette édition. L'information se poursuit sur nos antennes. Je vous retrouve très prochainement sur la télé utile.